Tous les deux on fait des RH de Necker, et donc Sophie qui a fait des RH de Necker, qu'est-ce que tu faisais avant d'être... Voilà, moi je peux dire que c'est compliqué. J'ai fait classiquement une classe prépa après le bac, une hypocagne. Donc lettres, Lettres d'accord. classiques, ouais, avec latin grec. J'ai fait Sciences Po, enfin l'IEP d'Aix-en-Provence. D'accord. Après, j'ai fait une prépéna. Effectivement, on passe les concours de la fonction publique, sauf que alors moi, j'ai vraiment choisi de passer ce qui s'appelait à l'époque l'ENSP, l'École nationale de la santé publique. J'avais hésité hein, avec d'autres fonctions comme juge, mais ça restait quand même pour moi la vocation service public que j'assume tout à fait. Alors que dans la famille, par exemple, j'ai mon petit frère qui a choisi de partir ingénieur dans le privé, mon cousin qui est dans le privé. D'accord. Moi, Donc j'ai Rennes, choisi, moi, j'ai choisi de rester dans le public. J'avais des parents profs, mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'hôpital. Alors, il n'y a pas spécialement de famille dans le secteur. C'était vraiment une découverte pour moi. Et on passe un peu dans toutes les directions, puisque un directeur d'hôpital, il a une vocation généraliste, mais après il se spécialise, à part les chefs d'établissement. C'est-à-dire qu'il peut être financier, il peut être RH, comme là, moi c'est mon cas actuellement, il peut être directeur de la qualité de la patientèle. Il peut être directeur des services économiques, logistiques. Là, on a à peu près 6 ou 7 spécialités différentes et on demande pour nos stages longs de découvrir en fait toutes les spécialités. voilà, toutes les D'accord. spécialités. Moi, je suis arrivée à la PHP sur la direction des finances. Donc, à la base, je ne suis pas une DRH, on va dire, uniquement. Mais j'en avais fait avant d'être à Paris, hein, puisque moi j'ai commencé les ressources humaines, en fait c'est quand je suis arrivée au CHU de Nancy. Et il se trouve que c'est une fonction à la base, j'étais pas certaine d'être faite pour ça, et en fait j'ai découvert que les ressources humaines, en fait, ça collait bien à ma personnalité. A priori ça se passait bien avec les équipes. C'est comme tu me disais, quand les syndicats viennent au pot de départ d'un DRH, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe correctement, en tout cas C'est qu'en assez tout bien, cas on est en tout respectueux de cas chaque avec le côté, personnel. et Si voilà. juste si le directeur ne vient pas au pot de départ et qu'il n'y a que les syndicats, là peut-être qu'il y a Il y eu a un un petit loupé souci quand là. même. Mais bon, après, on peut pas satisfaire tout le monde, mais non, c'est pas évident ce statut de DRH. Je pense qu'il faut arriver à trouver l'équilibre pour Ouais. à la fois être juste, en même temps pouvoir obtenir les injonctions, en tout cas les objectifs. Mais voilà, donc moi je fais des ressources humaines depuis à peu près une dizaine d'années. Ce qui me plaît, c'est que c'est très varié. Puisque on fait aussi bien, alors on fait des choses plus ou moins agréables, hein, tu le sais bien, hein. Ouais. On recrute, on fait de la formation, on essaie de résoudre les problèmes. Enfin moi, en tout cas, moi c'est un point auquel je m'attache, c'est que moi je prenais le temps de recevoir les professionnels qui souhaitaient me voir. Par contre, on fait des choses moins marrantes, hein. On fait de la discipline, on fait du Disciplinaire, bien sûr. recadrage, mais je pense que c'est nécessaire à la fonction aussi. Mais globalement, moi j'étais, tous les postes où je suis passée à l'hôpital, j'ai toujours été fière des équipes en fait, que j'ai pu côtoyer. Moi je défends vraiment l'hôpital public là-dessus. Ouais, j'ai eu la malchance ou la chance, je ne sais pas comment ça s'appelle, de rater mon bac plusieurs fois. 2 fois, c'est déjà pas mal, parce que je voulais suivre les copains dans une filière scientifique et puis arriver à un certain âge, évidemment quand il faut travailler vraiment et qu'on ne le fait Ouais. pas, on n'obtient pas les résultats qu'on veut, donc j'ai échoué 2 fois et j'ai pu, grâce à ma mère à l'époque, qui est soignante, également infirmière, travailler dans un bloc opératoire en tant que faisant fonction d'aide-soignant brancardier. Donc en fait j'ai découvert le métier alors que j'étais encore lycéen et ce bac que j'ai raté. En job d'été, en stage? Plus en an, même en vacation assez Ah, en régulière, parce que vacation? D'accord. je l'ai fait en fait pendant ma troisième année de terminale que j'ai fait en candidat libre, parce que je m'étais dit c'est bon, le lycée j'en ai marre, j'ai besoin de bosser, donc je veux faire du terrain. J'avais déjà été auparavant et encore d'ailleurs à l'époque secouriste à la Croix-Rouge, donc je savais que je voulais faire un métier dans le soin. Et donc du coup je travaillais dans cet hôpital à Levallois où je faisais brancardier aide-soignant au bloc opératoire en l'occurrence. Donc j'ai énormément apprécié l'ambiance du bloc opératoire. Du coup, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux aider l'anesthésiste. Je savais que j'étais pas forcément fait pour des études médicales parce que je voulais travailler assez rapidement. Donc faire 10 ans, 12 ans de médecine, c'était pas envisageable. Donc le métier de soignant pour moi c'était intéressant. Donc j'avais demandé à travailler et puis comme j'avais pas mon bac, de pouvoir passer l'équivalence, pour pouvoir intégrer un IFSI
sans le bac. Donc j'avais été voir l'ancienne directrice des ressources humaines de l'établissement dans lequel je faisais des vacations. J'ai réussi un bac en candidat libre que j'ai eu avec mention à l'époque, parce que j'étais un peu motivé par ce que je faisais. J'avais le concours à la PHP à chaque fois, mais j'avais pas le bac, donc c'était compliqué. Donc là, j'ai pu intégrer l'IFSI assez rapidement. Comme quoi, il y avait vraiment une motivation à la ouais, parce que voilà, donc j'ai passé ces 3 ans d'école infirmière. Je savais que je voulais faire IAD pendant que j'étais à l'école infirmière, donc j'ai orienté mes stages de 3e année pour faire un maximum de réanimation. Ouais. J'ai fait mon stage de chirurgie de 3e année, je l'ai transformé en stage de SAMU. J'ai fait de l'humanitaire en fin de 2e année. J'ai fait 3 stages de réa en 3e année. Donc du coup, j'avais orienté un peu mon parcours pour du coup aller prendre un poste après à Necker, où j'ai connu que Necker dans ma carrière, parce que j'ai pris un poste juste après en tant qu'infirmier à Necker, d'abord en réa adulte pendant une grossesse, pendant 9 mois. Je voulais faire de la pédiatrie, donc j'ai rapidement évolué vers la salle de réveil, et 2 ans et demi après à peu près de salle de réveil, quand je pouvais officiellement passer le concours d'école d'IAD, je l'ai passé tout de suite. Et donc du coup 2 ans d'école d'IAD, et je suis revenu d'accord. Et Necker, ça te plaît toujours? Necker, toujours Necker, que Necker. Je connais que Necker. Mais c'est vrai que c'est un hôpital, Necker, que j'apprécie énormément par sa polyvalence, parce qu'effectivement, on a toutes les activités chirurgicales de pédiatrie, de la plus simple à la plus complexe. La cardiochirurgie, la neurochirurgie. On n'est pas le premier hôpital européen pédiatrique, je crois. Hein. C'est possible, on fait énormément de choses. Donc en fait, voilà, en anesthésie, en tout cas en tant qu'infirmier anesthésiste, on fait de la néonate du 800 grammes jusqu'à de l'obèse de 120 kg. On a une activité de SAMU adulte et pédiatrique. On a de la maternité. On a aussi une petite activité d'adulte avec les greffes rénales, l'activité de transplant. Donc en fait c'est ultra polyvalent, et malgré le fait que je sois à Necker depuis 2002 et en tant qu'IAD depuis 2007, j'en apprends encore tous les jours. On peut toujours apprendre, enfin, ne serait-ce que par... mais pas forcément... C'est ce qui fait la différence avec le privé. En tout cas, moi je vois, le privé travaille très bien, on a beaucoup à y apprendre. D'ailleurs, la formation, elle commence à s'y mettre. Il y a des internes qui intègrent des cliniques, parce que je pense qu'il y a une qualité de travail et d'efficacité, d'efficience qui est bon à prendre. Maintenant, effectivement, l'hôpital public a plus une vocation universitaire et de formation. Et moi, le public, pour moi, c'est la grosse plus-value, c'est de former des infirmiers anesthésistes, des élèves infirmiers anesthésistes, c'est de former, de faire des échanges avec les internes. Ouais. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est des externes qui arrivent, qui sont tout jeunes et qui regardent, qui viennent et puis qui finalement nous posent des questions, qu'on intègre. Pareil pour des élèves infirmiers qui peuvent poser beaucoup de questions. Et quand on arrive à susciter l'intérêt, leur faire certains gestes, leur expliquer certaines choses, c'est hyper valorisant, parce que derrière, quand j'en ai certains qui viennent me voir au bloc et qui me disent à la fin de la journée, mais c'est ça que je veux faire, c'est génial ce que vous faites, qu'on a réussi à leur passer quelque chose, et on a appris aussi d'eux, parce que même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, parfois ils se posent des questions pertinentes sur lesquelles on est dans une routine et qu'on ne se pose plus. Et là, on s'aperçoit, bah mince, là, la question que tu as posée, mais ça m'interpelle, donc je vais peut-être changer ma pratique. Donc en fait, c'est un véritable échange en permanence, et qui est pour moi hyper valorisant. Et moi, je serais triste demain de devoir quitter la fonction publique pour travailler dans quelque chose où il y aura moins, en tout cas beaucoup moins, cette notion de formation, d'échange et de partage. Nous, on a monté une association à l'image de celle qui a été montée à Rennes sur les petits doudous, où il y a les nez rouges, il y a les blouses roses, et en fait, il y a plein de personnes qui sont là, mais en tout cas, nous, les soignants, au bloc opératoire, en tout cas quand les patients arrivent, alors en plus en pédiatrie c'est particulier, parce que pour peu que l'enfant soit pas trop stressé parce qu'il sait pas trop où il va aller, si les parents le sont, forcément il y a un truc qui se transmet, et les parents arrivent à stresser leurs enfants, il y a un truc entre eux qui se passe qu'il faut arriver à canaliser nous. Donc moi franchement, c'est ce qui me fait plaisir le matin, c'est de me dire, j'essaie de préparer ma salle un peu rapidement pour essayer d'avoir le maximum de temps à passer avec les familles, avec les enfants, pour essayer de détraumatiser, essayer de faire rire, essayer d'arriver avec de la musique. En fonction de l'âge de l'enfant, on adapte le discours et notre technique. Finalement, c'est un gamin qu'on va mettre dans une petite voiturette électrique, qui va même pas calculer ses parents en disant c'est cool, je vais jouer, je suis avec tout le monde, je suis bien. Et le papa qui est arrivé en pleurant au début, il arrive, il fait, est-ce que je peux filmer le départ au bloc opératoire de mon fils, c'est génial ce que vous faites, et il filme. Et ça, quand on a une journée de travail chargée et qu'on a eu des parents qui nous ont dit « Putain, merci, c'est cool, franchement, là, vous m'avez rassuré. » Et puis on leur dit toujours « Mais écoutez, confiez-nous, on en prend soin comme si c'était le nôtre. » Et puis on parle, et puis on les rassure eux, on rassure l'enfant, on joue avec lui. Moi, l'enfant, je leur donne mon téléphone, ils sont à fond sur les tablettes. Distraction, téléphone versus médicaments, même effet. Hein. Donc si on peut éviter de donner des médicaments, ça coûtera moins cher à l'hôpital et ça évitera les complications, les effets indésirables des traitements. Donc en fait, si on arrive avec des tablettes, avec des outils, avec la parole, avec plein de trucs en fonction de l'âge,
à faire ça, et ben moi ça me booste en fin de journée. J'ai eu 12 heures de boulot, c'est fatigant, mais je me dis putain, n'attendez pas toujours de votre cadre ou de votre direction qu'on vous amène les trucs, qu'on vous résolve les problèmes. Soyez proactif. Si vous identifiez un dysfonctionnement ou un problème où vous pensez qu'il y a une amélioration possible, et ben montez un dossier, faites un groupe de travail, rédigez un truc, et si c'est bien présenté, bien tapé, bien mis en page avec un petit relié, petit plastifié, vous allez proposer ça à votre N+1, N+2 ou à la direction, et ben on s'aperçoit finalement parfois les portes s'ouvrent très facilement et les gens comprennent, et c'est un peu ce que j'ai fait avec la directrice des soins de l'époque pour la formation. Je suis arrivé avec le truc, on lui a posé le projet, elle a dit bah top, je signe, et puis on appelle la CADSUP, la cadre, et puis ça se met en place, et puis on débloque du temps, de l'argent et des moyens, et ça se fait. Donc en fait il y a des choses qui sont possibles, parfois il y a des freins. Parfois, il faut maîtriser un peu les rouages pour arriver à les faire lever, mais en fait, c'est pas impossible. C'est vrai que c'est une grosse administration, mais c'est pas impossible de parler à un directeur, c'est pas impossible de faire des trucs, et tant mieux. Moi, à partir du moment où on peut innover, où on peut progresser, heureusement, on a ça aussi à l'hôpital public, et moi, je suis toujours partante pour ce genre de choses. Là, actuellement, dans ce qu'on fait actuellement, nous, on est, par exemple, justement sur le management, on est sur tous les modes de management innovants. On est toujours en train de rechercher des choses pour progresser, et ça c'est extrêmement motivant. En tout cas moi j'estime que les ressources humaines c'est pas seulement une fonction on va dire de gestion, c'est aussi et surtout pour moi offrir un service, et je crois que les mentalités évoluent de ce côté-là, et je pense que, en tout cas de plus en plus de DRH sont dans cette optique. Et pour plus tard, donc je ne sais pas si je serai DRH toute ma vie, parce que nous on a donc effectivement plusieurs spécialités. Mais en tout cas, tant que j'ai la foi, je continue quoi.